Mais je vous dirais de façon générale, l'intérêt, c'est que c'est un pays vraiment qui est à l'avant-garde, non seulement pour le développement d'applications, mais surtout pour l'utilisation des applications. Puis un des beaux exemples à donner, qui a été partagé par un professeur de l'université de Tohoku à Sendai, c'est que durant la crise de mars l'an passé, il y a en fait des senseurs optiques qui étaient déployés, donc des senseurs par fibre optique qui étaient déployés en mer à des centaines de kilomètres pour faire la surveillance justement des tsunamis. Ces senseurs-là ont fonctionné, les Shinkansen ont ralenti lorsqu'ils ont reçu l'alarme, et puis ça a prévenu beaucoup d'accidents sûrement, puis de blessés. Alors, c'est des gens qui, pour des raisons, je pense, de densité de population, puis pour des raisons géologiques aussi, la notion sismique au Japon, se sont organisés pour prévenir. Donc, c'est des grands développeurs et utilisateurs de technologie. Puis, pour nous, là, c'est une façon d'identifier des tendances. Puis, avec ces idées-là, ben, on est en mesure d'influencer nos programmes de développement, ce qui nous permet ensuite d'aider les compagnies du Québec à développer des nouveaux produits et exporter. Puis ça, ben, ça touche le cœur du modèle d'affaires de l'INO. Ouais. Ben, à l'INO, on a... en fait, on n'a pas de produits. On développe des technologies. Puis notre mission, c'est de les transférer à l'industrie du Québec pour qu'elle développe des produits, exporte et crée de la richesse. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, d'aller au Japon, ça nous permet d'anticiper les besoins de demain parce qu'ils sont à l'avant-garde. Donc, l'intérêt est là. Et je dirais que ce sont aussi probablement les meilleurs dans ce qu'ils font. Puis si nous, on veut être les meilleurs, il faut se comparer aux meilleurs. Bien, on a une base de clients très, très spécialisés qui achètent certains de nos composants optiques. Donc ça nous a permis de développer une réputation très enviable puis d'avoir une certaine notoriété. Aujourd'hui, les collaborations vont des collaborations universitaires en passant par les grandes entreprises, les grandes multinationales japonaises, mais aussi avec certaines PME qui sont pour nous un bras et un accès à certaines applications haut niveau localement. Ça prend toujours un certain temps à bâtir la confiance. Moi, comme règle du pouce, là, je disais toujours qu'il faut aller au moins les rencontrer 3 fois avant d'avoir une vraie bonne discussion, puis ça s'applique. Maintenant, c'est des gens qui sont très ouverts d'esprit, puis je pense qu'ils apprécient des fois la complémentarité d'approche pour résoudre un problème. Je vais vous donner un exemple. Eux, c'est des gens beaucoup d'hardware. Hein. Ils font des senseurs, ils vont penser de fabriquer un composant là, avec comme on dit, du hardware pour faire la mesure. Puis, dans un contexte d'une application de sécurité industrielle, récemment, nous, intuitivement, on aurait pris une approche logicielle avec des réseaux de caméras existants. Alors, 2 approches totalement différentes, logiciel, hardware, puis cette complémentarité-là fait en fait qu'on bâtit des ponts, puis on apprend un de l'autre. Je vous dirais, qu'est-ce qui est probablement unique des Japonais, surtout quand on se compare, quand on compare aux Américains ou aux Nord-Américains, dont on fait partie, c'est leur capacité d'investir à long terme. C'est des gens qui sont patients, qui vont accepter d'investir pendant plusieurs années, puis d'avoir un retour tardif et peut-être modéré, parce qu'ils savent qu'ils prennent la bonne décision sur le long terme. Donc, souvent, ce qu'on calcule ici en mois, en retour sur investissement, eux vont le calculer en années. Donc, ça a été mon expérience personnelle. Puis, je pense que ça les amène à prendre des bonnes décisions, étant moins influencés là, par les profits court terme. Nous, du point de vue de l'INO, c'est sûr qu'on regarde les États-Unis beaucoup, on regarde l'Europe, principalement l'Allemagne, la France, les 5 grands, puis ensuite, c'est le Japon. Encore là, parce qu'ils sont très évolués, avant-garde, utilisation des technologies, et ils sont très avancés par rapport aux économies émergentes. Dans les pays émergents, souvent, on va trouver un intérêt pour la technologie, mais on ne la voit pas nécessairement être utilisée. Tandis qu'au Japon, c'est une utilisation quotidienne. Vous voyez les différences entre la Chine et le Japon de votre perspective? Alors, il y a des énormes différences à tous les niveaux, du côté humain, du côté communication. Les Japonais, par leur grand respect, là, ça va prendre un certain temps avant de savoir ce qui se passe. Puis je veux permettre d'élargir un petit peu. Avec les Coréens, on le sait tout de suite s'ils ne sont pas contents. Avec les Chinois, c'est toujours un peu confus. La notion de temps n'est pas la même. On leur demande quand est-ce que la commande va tomber. 1 mois ou 1 an, souvent, c'est difficile à faire la différence. Donc, je dirais que c'est 2 mondes totalement différents.